Et dans un coin, derrière une porte en acier sécurisée par un verrou biométrique, ils ont trouvé les travailleurs. 43 personnes, hommes et femmes, âgés de 19 à 52 ans, entassés dans une pièce de stockage sans air qui puait la sueur et la peur. Pas de fenêtre, pas de ventilation, une seule toilette dans le coin, des tapis de couchage sur le béton. La plupart étaient mal nourris. Plusieurs avaient des brûlures chimiques aux mains et aux bras pour avoir manipulé de la poudre de fentanyl sans équipement de protection. Ce n'étaient pas des employés. C'étaient des victimes de la traite d'êtres humains. Une femme, à peine consciente, a chuchoté à un agent dans un anglais hésitant. On nous avait promis des emplois, on nous avait promis l'Amérique. Ce qu'ils ont eu à la place, c'était l'esclavage. Nous devons faire une pause ici et revenir en arrière, car pour comprendre comment cet empire a été construit, il faut comprendre l'homme qui l'a édifié. Le sénateur d'État Dahir Hassan, né à Mogadiscio en 1984, a fui la guerre civile somalienne à l'âge de 9 ans en tant que réfugié, arrivant à Minneapolis avec sa mère, ses 2 sœurs et une seule valise contenant tout ce qu'il possédait. Une histoire classique du rêve américain, le genre que l'on raconte lors de collectes de fonds et de rassemblements électoraux. Il est diplômé de l'Université du Minnesota avec mention, a obtenu un diplôme en droit, a fondé 5 organisations à but non lucratif dédiées à la réinstallation des réfugiés, à la formation professionnelle et à l'aide communautaire. À 31 ans, il a remporté un siège au Sénat de l'État du Minnesota, le plus jeune Américain d'origine somalienne jamais élu à une fonction publique d'État. Un symbole de résilience, une voix pour les sans voix. Il a prononcé des discours sur la justice, sur l'opportunité, sur la promesse de l'Amérique, et derrière chaque discours, derrière chaque conférence de presse, derrière chaque séance photo avec des familles souriantes, il construisait autre chose. Une machine à fraude si sophistiquée, si automatisée et si profondément ancrée dans l'infrastructure politique et bureaucratique du Minnesota qu'elle a fonctionné au grand jour pendant 7 ans sans que personne ne l'arrête. Car qui oserait questionner un défenseur des réfugiés, qui risquerait d'être traité de raciste pour avoir demandé où allait l'argent? Le silence, il s'avère, est la monnaie la plus précieuse en Amérique. Et le sénateur Dahir Hassan a acheté ce silence par camion entier. 7h03 du matin. Laboratoire de cybercriminalité du FBI, Quantico, Virginie. 3 disques durs cryptés, récupérés de la propriété privée du sénateur Hassan, sont montés sur un système d'analyse isolé. Le chiffrement est de qualité militaire, acheté auprès d'un ancien entrepreneur de la NSA, purgeant actuellement 12 ans de prison fédérale pour avoir vendu des outils cybernétiques classifiés à des gouvernements étrangers. Il a fallu 4 heures aux analystes pour déchiffrer le premier disque. Ce qu'ils ont trouvé allait finalement remplir 6400 pages d'actes d'accusation fédéraux. L'opération avait un nom de code. Projet Sahel. Le schéma du réseau s'étendait sur 8 moniteurs. Sociétés écrans, sociétés fantômes, fausses organisations caritatives, cliniques fictives, fausses sociétés de conseil, de l'argent circulant en boucle si complexe qu'elle ressemblait à de l'art abstrait. Mais si l'on enlève la complexité, le mécanisme de base est brutalement simple. Première étape, acquérir des identités volées. Le réseau du sénateur Hassan a acheté les informations personnelles d'environ 143 000 immigrants somaliens sur des marchés du dark web et auprès de fonctionnaires de l'immigration corrompue. Numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse, documents d'immigration, tout ce qu'il fallait pour créer des patients fantômes qui existaient sur le papier mais nulle part ailleurs. Deuxième étape, créer des cliniques fantômes. 29 centres de biens, êtres, établissements de santé mentale et programmes d'aide aux réfugiés ont été établis dans le Minnesota, le Wisconsin et l'Iowa. Ils avaient des adresses, des sites web, des brochures, des licences d'État, mais ils n'avaient pas de patients réels, pas de personnel réel, pas de services réels, juste des codes de facturation. Troisième étape, automatiser la fraude. Un logiciel personnalisé, conçu par une équipe de programmeurs à Nairobi et exploité depuis des serveurs cachés dans le sous-sol de la Cedar Unity Resource Foundation, générait des milliers de demandes frauduleuses d'aide sociale et de Medicaid chaque jour. Le patient A reçoit un soutien psychologique pour traumatisme, $620. Le patient B reçoit une thérapie pour l'autisme, $1340. Le patient C reçoit une aide au logement, $890. Le patient D reçoit un traitement pour la toxicomanie, $150. Les demandes étaient randomisées pour éviter la détection de schémas. Le processus d'approbation était automatique et les paiements s'écoulaient comme une horloge. Quatrième étape, blanchir l'argent. Les fonds passaient des comptes de l'État du Minnesota aux cliniques fantômes. Des cliniques aux sponsors fiscaux. Des sponsors aux sociétés écrans du Nevada, du Delaware et du Wyoming. Des sociétés écrans aux comptes offshore à Dubaï, Nairobi, Istanbul et Mexico, de ces comptes aux portefeuilles de crypto-monnaies, des portefeuilles aux achats immobiliers, aux produits de luxe
et aux investissements de cartel. 5e étape, réinvestir dans l'empire. Selon les fichiers cryptés, environ 68% des fonds volés ont été acheminés vers 3 entreprises. La première, l'influence politique. Contribution de campagne aux législateurs d'État, honoraires de conseil aux bureaucrates, paiement aux journalistes qui écriraient des profils élogieux et attaqueraient quiconque poserait des questions. Des dons à des groupes de défense qui crieraient au racisme et à l'islamophobie si l'opération était examinée. La deuxième, l'immobilier. Des propriétés à travers le Minnesota, le Wisconsin, l'Iowa, le Nebraska et les Dakota, des hôtels, des complexes d'appartements, des centres commerciaux, des stations-service, tous achetés par le biais de sociétés écrans, tous générant des revenus, tous servant de couverture au blanchiment d'argent. La troisième, les stupéfiants, le sénateur Daïr Hassan, symbole d'espoir, défenseur des réfugiés, l'homme qui prononçait des discours sur la justice, était devenu un partenaire financier majeur dans le réseau de distribution de fentanyl du cartel de Sinaloa. Le lien entre Minneapolis et Sinaloa semble impossible jusqu'à ce que l'on comprenne la logistique. Le cartel de Sinaloa avait un problème. Il pouvait fabriquer du fentanyl en quantité pratiquement illimitée dans des laboratoires à travers le Mexique. Mais la distribution vers le cœur de l'Amérique devenait difficile. L'application de la loi aux frontières s'était renforcée sous la pression. Les routes de contrebande traditionnelles via le Texas, l'Arizona et la Californie étaient sous surveillance fédérale constante. Ils avaient besoin de nouvelles voies, de nouveaux partenaires, d'une nouvelle couverture. Le sénateur Hassan a fourni les trois. L'arrangement, reconstitué à partir de communications saisies, de dossiers financiers et de témoignages d'informateurs, fonctionnait comme suit. Phase 1. Les fonds d'aide sociale volés étaient transférés vers des comptes à Dubaï et convertis en crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Monero, intraçables, instantanés, mondiaux. Phase 2. La crypto-monnaie était transférée vers des portefeuilles contrôlés par le cartel, gérés par des courtiers financiers à Mexico et Guadalajara. Phase 3. Le cartel utilisait les fonds pour acheter des produits chimiques précurseurs auprès de fournisseurs en Chine et en Inde. Ces produits chimiques étaient expédiés vers les ports mexicains avec des manifestes falsifiés. Phase 4. Les produits chimiques arrivaient dans les laboratoires du cartel à Culiacán et Tijuana où ils étaient synthétisés en poudre de fentanyl pur et pressé en pilules contrefaites. Phase 5. Le produit fini était chargé dans des camions étiquetés comme des expéditions d'aide humanitaire destinées aux communautés de réfugiés somaliens du Minnesota. Les camions transportaient de faux documents provenant de fausses organisations caritatives. Le manifeste listait du riz, des haricots, des fournitures médicales, des vêtements. Ce qu'ils transportaient réellement, c'était la mort. Car voici le génie de la chose. Les camions d'aide humanitaire bénéficient d'un traitement prioritaire au poste de contrôle frontalier américain. Ils sont rarement inspectés, qui soupçonneraient des travailleurs humanitaires de faire de la contrebande de poison. Et les camions traversaient les points d'entrée à Laredo, El Paso et San Diego. Les inspecteurs les laissaient passer. Les chauffeurs, dont beaucoup ignoraient ce qu'ils transportaient, livraient les expéditions à l'entrepôt de Burnsville. De là, le fentanyl était reconditionné et distribué via un réseau de dépanneurs, d'entreprises de transfert d'argent, d'épiceries halal et de petits restaurants appartenant à des sociétés écrans liées au réseau du sénateur Hassan. Les recettes retournaient dans les mêmes circuits financiers, plus de fraude, plus de drogue, plus de corruption, une boucle fermée, une machine à mouvement perpétuel du crime, et elle a fonctionné pendant près de 7 ans sans que personne ne l'arrête. 8h47 du matin, Wayzata, Minnesota. Le soleil se lève sur le lac Minnetonka, peignant la surface gelée de nuances d'or et de cramoisie. Et ce serait magnifique s'il n'y avait pas l'hélicoptère Black Hawk tournant au-dessus et les véhicules blindés du FBI bloquant l'allée privée d'une propriété lacustre fermée. Le sénateur d'État, Daïr Hassan, ouvre la porte, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. Il tient une tasse de café turc. Il regarde les agents avec l'expression calme et mesurée d'un homme qui s'est préparé à ce moment. Pas de surprise, pas de panique, juste un calcul froid. L'agent principal brandit un mandat. « Sénateur Hassan, vous êtes en état d'arrestation. 83 chefs d'accusation de crimes, racket, fraude électronique, blanchiment d'argent, complot de distribution de substances contrôlées, traite d'êtres humains, travail forcé, complot en vue de frauder les États-Unis, corruption de fonctionnaires, vol d'identité, fraude à l'immigration. » Hassan pose la tasse de café sur une console en marbre et prononce 5 mots « Je veux mon avocat ». Puis le silence. Ils le conduisent, menottés. Les hélicoptères de presse capturent chaque seconde. L'image dominera tous les écrans d'Amérique en moins de 30 minutes. L'histoire de réussite du réfugié, l'étoile montante de la politique. La voix des marginalisés marchant vers un véhicule fédéral, les menottes d'acier au poignet, son costume à $4000 reflétant la lumière du matin. Mais Hassan n'était qu'un nœud dans un réseau beaucoup plus vaste.
Et ce réseau était sur le point de faire face à un démantèlement coordonné à l'échelle nationale, sans précédent dans le Midwest. Le sénateur Hassan n'a pas construit son empire seul, il a eu de l'aide. De l'aide de personnes qui ont prêté serment de protéger le public. L'analyse des serveurs saisis, des communications cryptées et des relevés bancaires a révélé un réseau secondaire opérant au sein du gouvernement de l'État du Minnesota, des forces de l'ordre et du système judiciaire, 17 policiers à Minneapolis, St. Paul et Bloomington recevaient des paiements mensuels, en moyenne 12 000 $ chacun. En échange, ils fournissaient des avertissements anticipés d'enquête, falsifiaient les journaux de patrouille pour couvrir les expéditions de drogue et s'assuraient que certains quartiers n'étaient jamais examinés. Un officier, un vétéran de 15 ans nommé Greg Paulson, avait reçu plus de 840 000 $ depuis 2019. Son travail, surveiller les demandes d'écoute téléphonique fédérales et alerter le réseau si des opérations de surveillance étaient prévues. 9 auditeurs sociaux d'État recevaient des bonus trimestriels déguisés en honoraires de conseil. Leur rôle, approuver les demandes frauduleuses de Medicaid sans poser de questions et enterrer tout signal d'alarme déclenché par les systèmes automatisés de détection de fraude. 4 juges de comté avaient reçu des contributions de campagne substantielles de donateurs affiliés à Hassan. Les dossiers judiciaires montraient un schéma troublant. Les affaires impliquant des membres du réseau étaient systématiquement classées, retardées ou résolues avec des peines minimales. Ces accusations de drogue disparaissaient. Les affaires de fraude stagnaient. Les témoins refusaient soudainement de témoigner. 6 législateurs d'État, 3 démocrates et 3 républicains, recevaient des paiements par le biais de faux arrangements de conseil et de sociétés écrans. Leur travail: bloquer toute législation qui augmenterait la surveillance des programmes sociaux, du financement de l'aide aux réfugiés ou des exigences de transparence des organisations à but non lucratif. Et au sommet de cette pyramide de corruption se trouvait un nom qui allait provoquer des ondes de choc dans tout l'État, le procureur général Marcus Doherty. Selon les messages cryptés récupérés sur les appareils personnels du sénateur Hassan, le procureur général Doherty recevait des paiements mensuels de 75 000 $ au cours des 4 dernières années. Son rôle était simple, s'assurer qu'aucune enquête au niveau de l'État ne prenne de l'ampleur. Si des enquêteurs fédéraux venaient fureter, il devait fournir un avertissement anticipé. Si des lanceurs d'alerte émergeaient, il devait les discréditer. Si des journalistes posaient des questions, il devait menacer d'une action en justice. Doherty a été arrêté à son bureau du centre-ville de St. Paul à 11h32 du matin. Il était en pleine conférence de presse sur l'intégrité publique. L'ironie n'a échappé à personne, 15-0. Bureau du FBI, Brooklyn Center, Minnesota. L'agent spécial Reyes se tient devant un mur de moniteurs montrant l'étendue complète de l'opération Voile du Nord. Les chiffres sont stupéfiants. 19,4 milliards de dollars de fraude sociale sur 7 ans. C'est le titre. C'est ce qui dominera chaque cycle d'information pendant des mois. Mais Reyes sait que le coût réel ne peut être mesuré en dollars. Le fentanyl distribué par ce réseau a tué environ 6 800 Américains, principalement des jeunes qui pensaient acheter des analgésiques sur ordonnance et ont reçu du poison pressé en pilule. Les décès par surdose dans le Minnesota, le Wisconsin et l'Iowa ont grimpé en flèche pendant la période exacte où le réseau de distribution opérait. Petites villes, quartiers de banlieue, campus universitaires, des communautés entières dévastées. L'opération de traite d'êtres humains a détruit environ 2400 vies. Des personnes venues en Amérique chercher la liberté et la sécurité. Des personnes à qui on avait promis des emplois, un logement, une voie vers la citoyenneté. Ce qu'elles ont eu à la place, c'était le travail forcé, l'exploitation sexuelle et des menaces de violence si elles parlaient. La corruption a érodé la confiance du public dans chaque institution conçue pour protéger les personnes vulnérables. Chaque programme légitime d'aide aux réfugiés est désormais sous suspicion. Chaque travailleur social honnête fait face à un examen supplémentaire. Chaque véritable demandeur d'asile est confronté à un système durci par la trahison. Et les retombées politiques ne font que commencer. 18-0. La Maison-Blanche, Washington DC. Le président s'adresse à la nation depuis le bureau ovale. Aujourd'hui, les forces de l'ordre fédéral ont exécuté le plus grand démantèlement coordonné d'un réseau criminel transnational de l'histoire américaine. Ce que nous avons découvert n'est pas seulement de la fraude, c'est de la trahison. Trahison des contribuables, trahison des réfugiés, trahison de chaque Américain qui croit en la promesse de ce pays. 4 milliards de dollars volés, blanchis, utilisés pour financer des cartels de la drogue, la traite d'êtres humains et la corruption politique au plus haut niveau. Cette opération prouve ce que nous dénonçons depuis des années. Nos systèmes sont exploités, non pas par les personnes vulnérables que nous essayons d'aider, mais par des criminels qui se cachent derrière elles, qui utilisent la compassion comme un bouclier, qui transforment la générosité en une arme. Aujourd'hui, cela prend fin. Il annonce des changements de politique immédiats.
vérification renforcée pour toutes les organisations d'aide aux réfugiés, audit forensique obligatoire des programmes sociaux d'État, augmentation du financement des systèmes de détection de fraude, un groupe de travail fédéral pour enquêter sur la corruption au sein des gouvernements d'État, une surveillance plus stricte des organisations à but non lucratif recevant des fonds fédéraux. La réponse est immédiate et divisée. Certains saluent la répression comme étant attendue depuis longtemps. D'autres mettent en garde contre un contre-coup contre les communautés d'immigrants qui n'avaient rien à voir avec la fraude. Les dirigeants communautaires de Minneapolis tiennent des conférences de presse. Certains expriment leur choc et leur colère, d'autres insistent sur le fait que l'opération est politiquement motivée. D'autres encore appellent à l'unité et à un engagement à rétablir la confiance. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais tout à fait pareil. L'histoire ne se termine pas avec des arrestations. Dans les semaines qui ont suivi l'opération Voile du Nord, les enquêteurs ont continué à démêler l'étendue complète de la conspiration. Ils ont découvert que le réseau s'étendait bien au-delà du Minnesota, des sociétés écrans dans 17 pays, des propriétés immobilières évaluées à plus de 940 millions de dollars, des portefeuilles de crypto-monnaies contenant environ 1-2 milliards de dollars, des comptes bancaires à Dubaï, Nairobi, Istanbul, Beyrouth et aux îles Caïmans. Ils ont découvert des liens avec d'autres opérations de cartel, non seulement Sinaloa, mais aussi le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CGNG, et des syndicats du crime somalien émergent opérant en Afrique de l'Est, en Europe et au Moyen-Orient. Ils ont découvert que le réseau du sénateur Hassan avait coordonné avec des réseaux internationaux de passeurs d'êtres humains, déplaçant des personnes de Somalie, d'Érythrée, du Soudan et du Yémen via la Libye à travers la Méditerranée, l'Amérique centrale et finalement vers les États-Unis, facturant à chaque victime entre 40 000 et 90 000 dollars pour le passage. Ils ont découvert des preuves de blanchiment d'argent par le biais de subventions pour les énergies vertes, ou de fausses entreprises d'installation de panneaux solaires ont reçu des millions en subventions fédérales et ont acheminé l'argent vers les comptes des cartels. Ils ont découvert des registres falsifiés dans les postes frontaliers où les inspecteurs étaient soudoyés pour fermer pour maintenance chaque fois que des convois de drogue passaient. Et ils ont découvert un plan directeur caché dans des fichiers cryptés sur l'ordinateur portable personnel du sénateur Hassan. Le plan était intitulé Phase 3, Intégration continentale. L'objectif: transformer le Minnesota en un hub logistique permanent pour un réseau criminel transcontinental s'étendant de Mogadiscio à Mexico jusqu'à Montréal. Créer une infrastructure parallèle, des politiciens contrôlés, des forces de l'ordre corrompues, des juges achetés capables de protéger les opérations des cartels pendant des décennies, transformer le cœur du pays en une forteresse. Et cela a presque fonctionné. Le procès du sénateur d'État Daïr Hassan doit commencer devant un tribunal fédéral à Minneapolis en avril 2026. Les procureurs demandent la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les preuves comprennent environ 7,3 millions de pages de documents, 1240 heures de communication enregistrées et les témoignages de 412 témoins. Cependant, son équipe de défense a déjà signalé sa stratégie. Hassan était un homme de paille, manipulé par des forces plus puissantes. Il a été ciblé en raison de son appartenance ethnique et de son militantisme. Les accusations sont politiquement motivées. La réponse de l'accusation est simple. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Le procureur général Marcus Doherty a plaidé non coupable de 67 chefs d'accusation fédéraux. Il risque une peine maximale de 420 ans de prison. Les 17 policiers, 9 auditeurs, 4 juges et 6 législateurs arrêtés lors de l'opération attendent leur procès. La plupart se sont vus refuser la libération sous caution. Les 2400 victimes de la traite d'êtres humains secourues lors de l'opération Voile du Nord reçoivent des soins médicaux, une assistance juridique et un soutien psychologique. Les autorités de l'immigration leur ont accordé un statut de protection spéciale. Pourtant, leurs témoignages seront cruciaux pour poursuivre non seulement le réseau de Minneapolis, mais aussi les liens internationaux des cartels qui s'étendent sur 3 continents. Et l'enquête se poursuit chaque jour. De nouveaux noms apparaissent. De nouvelles connexions émergent, de nouveaux crimes sont découverts, les enquêteurs fédéraux suivent maintenant l'argent en Ohio, au Texas, en Californie, à New York et en Floride. Ils coordonnent avec Interpol, Europol et les organismes d'application de la loi en Somalie, au Kenya, en Turquie et au Mexique. Ils construisent des dossiers qui prendront des années à être poursuivis. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement un sénateur. Elle concerne un système qui a été presque entièrement repris par des criminels qui ont compris une vérité simple. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de violence. Parfois, il n'a besoin que de silence. Alors que nous apprend cette histoire? Elle nous apprend que la corruption ne porte pas toujours le masque d'un méchant. Parfois, elle porte le visage de la compassion.
Parfois, elle parle le langage de la justice et se cache derrière des causes, si juste que les remettre en question semble être de la haine. Elle nous apprend que les systèmes conçus pour aider peuvent être transformés en armes pour nuire, et que la surveillance n'est pas de l'oppression, c'est de la protection. Elle nous apprend que les personnes qui souffrent le plus de ce type de corruption sont les communautés mêmes que les criminels prétendent servir. Les réfugiés légitimes dont la réputation est détruite, les travailleurs sociaux honnêtes dont les programmes perdent leur financement, les familles vulnérables qui perdent l'accès aux services parce que des criminels ont volé les ressources qui leur étaient destinées. Et elle nous apprend que le silence a un prix. Pendant des années, les personnes qui ont remis en question l'expansion rapide des programmes d'aide aux réfugiés au Minnesota ont été qualifiées de fanatiques. Les personnes qui ont signalé des irrégularités dans les schémas de facturation ont été accusées de racisme. Les personnes qui ont posé des questions fondamentales sur la responsabilité ont été réduites au silence par des foules criant à l'islamophobie. Ce silence a coûté 4 milliards de dollars. Il a coûté 6800 vies perdues à cause du fentanyl. Il a coûté leur liberté à 2400 personnes. Il a coûté à un État entier sa confiance dans les institutions conçues pour le protéger. Le pouvoir n'a pas besoin d'armée quand il peut acheter le silence avec des accusations. Le soleil se couche sur Minneapolis. La température redescend en dessous de zéro. Le quartier de Cedar Riverside est de nouveau calme, mais c'est un calme différent maintenant. Le calme d'une communauté qui digère la trahison. Le calme des enquêteurs qui continuent de passer au crible des montagnes de preuves. Le calme d'un système qui entame le long et douloureux processus de reconstruction. Dans le centre de détention fédéral du centre-ville, le sénateur d'État Daïr Hassan est assis dans une cellule d'attente avant sa mise en accusation. Le costume sur mesure a été remplacé par une combinaison orange. Le café turc a disparu. L'expression calme et mesurée s'est fissurée. Dans les foyers du Minnesota, du Wisconsin et de l'Iowa, les familles des victimes de surdoses apprennent que les drogues qui ont tué leurs enfants sont passées par des réseaux financés par leurs propres impôts et protégés par leurs propres élus. Dans l'entrepôt de Burnsville, les équipes médico-légales continuent de traiter les preuves. Elles estiment qu'il faudra 18 mois pour tout cataloguer entièrement. Et à Washington, les décideurs politiques sont aux prises avec des questions qui n'ont pas de réponse facile. Comment protéger les réfugiés vulnérables tout en prévenant l'exploitation criminelle? Comment maintenir la surveillance sans créer d'obstacles à une assistance authentique? Comment rétablir la confiance dans des systèmes aussi profondément corrompus? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles doivent être posées, car l'alternative est le silence. Et nous avons vu ce que le silence coûte. Cette histoire n'est pas terminée. L'enquête se poursuit en Ohio, au Texas, en Californie, en Arizona, à New York, en Floride. Partout où ces réseaux opèrent, les enquêteurs suivent l'argent, traquent les connexions, montent les dossiers. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début. Si cette histoire vous interpelle, partagez-la, car la seule chose qui permet à la corruption de prospérer est le silence. Et le silence, comme Minneapolis l'a appris, a un prix que personne ne peut se permettre de payer. L'enquête continue, la justice est lente. La justice est imparfaite, mais la justice arrive.